Nous revenons avec nos chers invités Firmin Teko Agbo, Sana Komna Sadio Echu et Corneille Norbert Kwasi. Avant de parler de la Gambie et de ce rapport sur les crimes présumés de l'ancien président Yaya Jammeh, on va continuer un peu avec le Mali, report s'inédit des assises nationales préalable aux élections. Firmin, vous aviez la parole. Oui, j'avais la parole. Je disais, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas être chef d'État dans ce monde si vous nous faites le jeu de quelque puissance que ce soit. C'est-à-dire, il y a des réseaux qui doivent vous soutenir. Donc, Donald Trump a voulu se départir du jeu de l'establishment et on lui a montré qu'il n'est qu'un individu. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il a gagné. Il sait ce qu'il disait quand il disait j'ai gagné. Donc, dire aujourd'hui que ceux-là qui vont venir succéder à la junte vont faire le jeu des Français, c'est normal. Même si ce ne sont pas les Français, il y aura d'autres puissances derrière. Vous ne pouvez pas évoluer seul dans ce monde, sinon vous serez écrasé. Que la junte le veuille ou non, la junte ne peut jamais dire officiellement qu'elle ne veut pas de Français. Ce n'est pas possible. Les Touadéras ont voulu... Je crois qu'ils ne l'ont pas dit jusqu'à-là. Non, ils ne l'ont pas encore dit. Ils ne peuvent jamais le dire. Le Premier ministre Choguel Maïga même a dit... Pourquoi ne pas être clair aussi? Non. Parce que le lien qui lie la France au Mali est tellement puissant. On ne peut pas rompre ça comme ça. Mais le Premier ministre Choguel Maïga dit que la méthode des politiciens français n'arrange pas l'Afrique et particulièrement le Mali. Donc il faut que les Français, la politique française, les politiciens français changent de paradigme pour que les gens puissent marcher d'égal à égal. Mais ils veulent esclavagiser les Africains. Ça ne peut pas marcher en 2021. Ce n'est pas possible. Et ces assises risquent de prendre assez de temps, Sana. Oui, notre co-débatteur, M. Corneille, a bien voulu nous dire qu'il fallait donner assez de temps. Même 10 ans. Bon, non, je n'ai pas dit 10 ans. Moi, c'est-à-dire que pourquoi alors ne pas avoir donné cette même opportunité à IBK? Moi, je ne pense pas que la CEDEAO ni la communauté internationale aient un problème particulier ou bien... Non. C'est-à-dire les institutions régionales comme la CEDEAO, l'ONU, c'est des principes. Ils travaillent sur la base des textes fondateurs. Et si vous lisez un peu les chartes relatives à ce que je cite, vous verrez que la prise du pouvoir par les armes est proscrite par les textes fondateurs de la CEDEAO. C'est pourquoi la CEDEAO veut rapidement que les militaires laissent le pouvoir aux civils. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on parle que la France veut nous esclavagiser, bon, moi je pense quand même qu'au XXIe siècle, c'est une insulte pour nous. Parce que... Est-ce qu'il n'y a pas les signes? Il y a certaines réalités, Sana. Non, il y a certaines réalités. C'est-à-dire, je vois mal la France venir. Et puis, que penserions-nous si, oui, la France dit officiellement, oui, et ceux qui sont au pouvoir, ils sont pour venir refonder la République du Mali, voilà, donc il faut qu'ils s'éternisent. Et bien même, si vous avez une coalition, je crois, de plus de 50 partis politiques qui veulent que ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, c'est-à-dire qui vident rapidement le plancher. Si vous êtes là pour instaurer, pour réformer les institutions de la République, mais confiez cela aux politiciens. Mais pourquoi vouloir forcément être au pouvoir? C'est-à-dire, oui, on était dans un contexte sécuritaire où, voilà, la lutte contre le terrorisme était devenue une expression réduite au simple mot. Oui, je suis d'accord. Sur ce point, mais qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'alors? Mais ce sont des militaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'alors? Il y a un responsable ou bien un membre d'un gouvernement qui a dit, mais la place des militaires, c'est dans les casernes. Mais si vous n'êtes pas dans les casernes, allez affronter les terroristes. Mais vous quittez les casernes pour venir affronter les politiciens. Du Kankati. Oui, donc c'est pour dire que même ce calendrier qu'on force pour l'extrapoler à 10 ans peut-être comme le dit Corneille, les Maliens aussi n'en veulent pas.
C'est une insulte pour nous quand on dit, vous voyez qu'il est là, ben, il veut réformer, mais il a besoin de combien de temps? Mais la bonne foi aurait voulu qu'il vienne s'exprimer devant ces assises. Voilà, nous sommes là pour faire ci, nous sommes là pour faire ça, ça va nous prendre tel temps. Mais reporter, utiliser des subterfuges pour contrecarrer, n'est-ce pas, la position de la CEDEAO, sachant que le prochain sommet, je crois, c'est dans 2 semaines. Donc forcément, l'argument face sera dit, bon, les assises qui devraient préparer le cadre électoral de ces élections n'ont pas pu avoir lieu à temps. Donc forcément, il y aurait un décalage. Même les politiciens déplorent qu'il n'y ait pas aujourd'hui, au sein du Mali, un cadre formel de discussion entre la junte au pouvoir et eux, les politiciens. Mais il s'agit en réalité d'une dictature militaire qui ne dit pas son nom et qui invente des arguments, voilà, pour dire oui, nous sommes en train de faire ci, et on joue un peu à la démagogie, au populisme, soit disant qu'on associe, voilà, qu'on associe les acteurs de la société civile avec des prétendues assises nationales pour la refondation. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai envie de vous poser cette question. Il faut une étape propédeutique pour aboutir aux élections. Vous connaissez ces étapes. Jusqu'alors, on ne voit aucune étape. Il y a 13 points, 13 thématiques que la jeune devrait discuter. Ça veut dire que tous ceux qui ont en charge d'amener la paix et la sécurité dans le pays. Il faut discuter avec les gens du Nord. Pour le moment, on ne peut pas aller dans le Nord. Ah, discuter. C'est ça qu'on reprochait à Ibeka, je crois. Ah, il faut aller discuter avec eux. Ibeka n'a jamais discuté avec quelqu'un. Ah, avec qui il fallait discuter. Il ne pouvait pas discuter parce que en même temps, on l'accusait de connivence avec ceux qui détiennent le Nord. Était sous l'emprise. Moi, je dis que je n'en veux pas à la jeune parce que jusqu'à preuve du contraire, le peuple malien ne s'est pas encore manifesté pour dire que nous ne voulons pas de la junte. Par rapport au Soudan, où il y a eu un coup d'État, et puis le peuple est dans la rue. Par rapport, par exemple, en Côte d'Ivoire, où le président Gbagbo est parti, et puis les gens sont mécontents. Mais pour le moment, au Mali, les gens ne sont pas mécontents, parce que c'est eux qui vivent ce qui se passe. Donc c'est la rue qui décide en fait. Non, oui, la rue peut décider quand les politiques sont saines. Nous n'avons pas de politique saine en Afrique. Oh, il y a des politiques saines au Togo. Le Togo est une exception. Non, il n'y a pas de souci. On ne peut pas le dire, on peut pas dire, la règle a toujours des exceptions, n'est-ce pas? Mais les pays où il y a des problèmes, au Mali, les politiques sont pas saines parce que la classe politique est corrompue jusqu'aux os. Si les militaires sont arrivés, laissez les militaires travailler. Un jour, ils vont venir placer les mêmes civils que vous voulez. Mais nous n'en voulons pas des civils qui est déjà inféodés par les méthodes de la France. C'est ce que maintenant les tests. Nous faisons partie d'une communauté qui refuse l'accès au pouvoir aux militaires. Oui, même la communauté ne respecte pas les tests parce que la CEDEAO ne répond plus aux aspirations des peuples africains. Non, sur quel plan? Quand par exemple, un président veut faire un 3e mandat et que la CEDEAO ne peut pas dire quelque chose. Mais quand ce président-là, c'est un problème constitutionnel. Il va se prononcer, il ne suffit pas de se prononcer. Non, on a enlevé le président Yaya Jammeh à la décharge, vous savez. On a enlevé le président Yaya Jammeh comment? C'est le Sénégal quand il ne voulait pas, ils ont envoyé une armée ouest-africaine pour enlever le président Yaya Jammeh. Mais pourquoi on fait 2 poids 2 mesures? Non, il ne s'agit pas de 2 poids 2 mesures. Dernier mot, on sort de ce sujet, on va en Gambie. Je ne voudrais pas trop rentrer dans ce débat de 3e mandat. Parce qu'en réalité, moi je suis de ceux-là qui ne sont pas contre les mandats de plus. Moi, il faut laisser le temps aux civils, aux militaires de faire le temps qu'ils veulent. C'est ce que Corneille dit, il faut laisser aussi le temps à la jeune. Non, ils disent la même chose, mais sous d'autres aspects. Pour Corneille, il faut laisser les militaires faire le temps. Lui, il dit pour les civils aussi. Moi, je raisonne en termes de principe. Corneille fait abstraction de principe. Moi, je fais respect des principes. Parce qu'on ne peut pas construire... Parce que là, ce sont des militaires. Oui, vous ne pouvez pas construire votre maison sans principe. Et vous allez dire ce que l'enfant là veut. Le jour où l'enfant n'est pas d'accord avec vous, il vient, il prend un caillou, il vous casse la tête. Parce que vous dites l'enfant il est fatigué, parce que vous êtes un père, vous n'êtes pas un père exemplaire. Donc l'enfant peut se permettre... C'est pourquoi les Maliens sont fatigués. Donc vous imaginez. Donc, alors que si la maison se base sur des principes, l'enfant ne peut jamais se lever et poser quelque que ce soit. Mais quand on me dit aujourd'hui que le peuple malien n'a pas encore réagi, je suis désolé de
d'apprendre qu'en réalité, on se base tellement sur la rue pour construire un pouvoir solide. C'est-à-dire, avec la rue, c'est l'émotion. La rue exprime le mécontentement. On a vu le M5 qui a conduit ces manifestations contre. Et la rue représente quel pourcentage de la population? Quelle légitimité la rue a? Vous savez, le Mali, c'est un débat. Mais pourtant, c'est la rue qui a fait partie Blaise Compaoré. Non, ce n'est pas la rue. On va vous l'expliquer. C'est sa garde rapprochée qui l'a trahi. Il faut relativiser les choses. Ils ont instrumentalisé la rue pour justifier leur coup d'État. Donc, ça s'agissait d'un coup d'État. C'est la même chose qui s'est passée au Mali. Donc, la rue peut jouer un rôle fort quelquefois. Mais c'est-à-dire, quand on parle de politique, quelquefois, c'est des sujets de grande réflexion. C'est-à-dire, on doit se départir de l'émotion pour s'adonner au pragmatisme. Avec la rue, c'est beaucoup plus l'émotion, c'est la passion. Donc, on sort du pragmatisme avec la rue. Mais là, quand on parle d'esclavagiser avec la France, on ne veut plus de la France, et ainsi de suite. Moi, je dis... Mais il n'y a pas certaines réalités qui le prouvent à suffisance? Non, une seconde. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, est-ce que les Maliens peuvent vivre sans la France? C'est-à-dire, quand vous allez, vous circulez un peu... Pourquoi pas? Vous savez circuler un peu dans le pays. Est-ce que vous ne verrez pas, par exemple, un saucisson français? Vous ne verrez pas des militaires peut-être français, des gendarmes français? Cuba a vécu sans la France? Oui, ok, une seconde. Donc, est-ce que vous ne verrez pas... Même sans les États-Unis. Alors? Vous ne verrez pas peut-être des supermarchés français? Vous ne verrez pas des investissements français? Donc, si la France dit aujourd'hui, je vais rompre tout avec le Mali, est-ce que le Mali pourrait s'en sortir? C'est pour cela que la Centrafrique, le premier ministre de Touadéra, lorsqu'il a été nommé, il a dit là, sa première conférence de presse, il dit, nous n'allons pas couper avec la France, nous allons revoir notre coopération avec la France, notre position avec la France. C'est-à-dire, ce que les Maliens sont en train de dire là, c'est de la blague. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vivre les sans Maliens la France. n'ont pas dit qu'ils vont rompre. Oui, même si les Maliens disent qu'ils vont rompre avec la France. Mais est-ce qu'ils peuvent... Entre les Maliens et puis les Français, qui est gagnant dans cette histoire? C'est la France. On ne peut pas quitter la glace et venir dans un soleil de plomb de 50 degrés pour dire que nous sommes des amis, nous sommes venus vous sécuriser. C'est parce que la France a son intérêt. Mais pourquoi les autorités maliennes ne disent pas c'est bon quitter? Il y a des accords qu'on a signés. Laissez. Il y a des accords qu'on a signés que vous bénéficiez de ces accords. Donc quand ce sont les deux parties qui bénéficient. C'est gagnant-gagnant. Mais dans ce gagnant-gagnant, le Mali est perdant. Dans ce gagnant-gagnant, le Mali est perdant. Sinon, si le Mali n'était pas perdant, elle n'allait pas faire appel, par exemple, à la Russie. Et d'ailleurs, la Russie n'a jamais reconnu. Ce que la Russie n'a jamais reconnu. Mais quand tu perds 50 soldats et que la personne que tu es venu aider te dit non, que je ne veux plus de toi, il faut partir. Est-ce qu'on fait de cela des palabres? Il faut le dire officiellement. Mais si je ne le dis pas officiellement, mais si je le dis de manière sous-jacente que tu sais, il faut partir, plus bagage et tu vas. Pourquoi tu refuses de partir? Vous le permettez, on va quitter Bamako pour aller à Banjul. Le rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation sur les crimes présumé de l'ex-président Yaya Jammeh, très entendu dans ce petit pays, sera remis jeudi à son successeur, c'est-à-dire le président actuel, Adama Barrow. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement de ce rapport, Sana? Moi, j'attends un coup de théâtre. Théâtre? Oui, parce qu'il y a eu un certain rapprochement récent entre... Ça, c'est pour peut-être les élections. Oui, c'est-à-dire... Mais pour la vérité, il y a d'autres réalités. Je crains que ce rapport ne puisse pas connaître les grandes attentes qu'on est en train de lui réserver. Parce que derrière ça, je crois que c'est le mois prochain, il y a les élections en Gambie. Il y a les élections en Gambie et lorsque l'on sait qu'il y a un rapprochement récent entre le parti de Adama Barrow et celui de Yaya Jammeh, et qui prévoit un retour éventuel de Yaya Jammeh, mais on sait là où on est en train d'aller. Un retour peut-être piégé. Non, quel retour piégé, mais d'autant plus que le monsieur, c'est-à-dire le mouton à 5 pattes qu'on nous a présenté, lui-même, il s'est montré malin, plus malin peut-être que le président Ouattara, où il a promis de faire 3 ans, mais comme quand on goûte au pouvoir, mais on prend goût, mais il a préféré dribbler ses alliés. Quand on sait aujourd'hui qu'il sera candidat, et pour des raisons électoralistes,
je pense et je sais... En quoi il est plus malin que le président Ouattara? Mais le président Ouattara, qui a dribblé tous ces dauphins, qui a dribblé Bédi en premier, mais on sait, il avait plusieurs fois dit qu'il laisserait le pouvoir à une jeune génération. Je ne sais pas s'il y a pénurie. Je ne sais pas s'il y a pénurie de jeunes en Côte d'Ivoire, mais il s'est représenté. Non, ils ont été clairs. Ils ont été clairs à l'approche des élections. Il n'y a pas assez de temps, hein, parce que déjà, on a vu la scission. C'est vrai qu'on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, la division pressentie quand Gon Coulibaly était décédé. Oui, je pense que c'est pour la même raison alors que Adama Barrow a préféré ne pas quitter. Lui aussi, il a dribblé. Oui, il a dribblé ses alliés. Donc, il a besoin aujourd'hui d'une base électorale et il veut compter sur l'assise, l'assise du parti de Yaya Jammeh. Quoi qu'on le veuille, Yaya Jammeh a toujours des soutiens au sein de la population. Il avait un parti. Donc, comme il dribble ses alliés, il sait qu'au prochain scrutin, cela lui sera très difficile de récolter des voix. Donc, il s'appuie maintenant sur Yaya Jammeh, quitte peut-être à s'inspirer de ses méthodes pour éventuellement gagner le scrutin de décembre prochain. Donc, moi, je pense que ce rapport va être remis peut-être jeudi ou pas, mais la suite à réserver sera peut-être après les élections présidentielles. Et d'ailleurs, même utiliser ce rapport dans ce contexte où on est à la veille des élections, ce serait comme attiser un peu des tensions. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs le bon moment de parler de ce rapport. Il faut qu'on aille aux élections de manière sereine. Et les conclusions de ce rapport, on en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Remis jeudi, rien n'est sûr qu'on peut l'utiliser avant les élections, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que, Firmin, on peut aller au-delà de l'aspect politique pour oublier ce que les Gambiens doivent nécessairement savoir de la gouvernance de Yaya Jammeh? Oui, vous savez, Adama Barrow sait qu'il a été élu, si on peut le dire ainsi, grâce à l'imprudence et à la non-vigilance du président Jammeh. Parce que c'est une élection à billes, pardon. Une élection à billes. Peut-être que Adama Barrow me suit. Et il m'a envoyé un crapaud dans la gorge. Un petit chat. Non, c'est pour dire en réalité que peut-être il sait qu'il a été élu grâce à l'imprudence ou à la non-vigilance de Yaya Jammeh. Et il sait que si Yaya Jammeh avait mis en place tous les mécanismes, il lui aurait été difficile de remporter, de rempiler. En 2017, c'est ça? C'était en 2017? C'était en 2017 ou en 2018? Il a fait 4 ans. Il a fait 4 ans, n'est-ce pas? Donc c'était en 2017. C'était en 2017. Donc, en janvier 2017. On se rappelle plus trop. Donc aujourd'hui, il sait qu'il a besoin d'une base électorale pour être réélu. Il sait que celui-là qui maîtrise mieux le pouvoir ou le pays, c'est Yaya Jammeh. Alors, est-ce qu'il va falloir lui causer du tort maintenant? Le causer du tort, est-ce que cela lui serait beaucoup plus bénéfique? C'est là où politiquement, il va réfléchir. Et même quand on lui remet le rapport, on va lui remettre le rapport. Est-ce qu'il va chercher à ce qu'on rende public le rapport, le contenu du rapport? Si on rend public le contenu du rapport, est-ce que cela ne va pas faire mal à Yaya Jammeh? Est-ce que Yaya Jammeh, comme il pourrait l'aider valablement? Donc il a tellement peur. Il sait qu'en réalité, quand on parle de militaire, quand on parle du pays, le pays, il ne le maîtrise pas encore. Adama Barrow ne maîtrise pas encore le pays. Alors ce qui sera beaucoup plus important, c'est qu'il garde, qu'il fasse le blackout sur le rapport, et maintenant après les élections, il se serve du rapport s'il veut juger. S'il veut juger Yaya Jammeh ou veut l'amener devant les tribunaux, il le fera. Mais n'oubliez pas que Yaya Jammeh vit où? En Guinée équatoriale. Donc Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang, ce n'est pas petit. C'est quelqu'un avec ses réseaux. Il peut déstabiliser, il peut contribuer à déstabiliser Adama Barrow depuis là où il est. Depuis là, si Teodoro Obiang a accepté recevoir Yaya Jammeh chez lui et tranquillement, c'est parce qu'il a une forte estime pour le président. Et il peut chercher à faire mal au président gambien, l'actuel, Adama Barrow. Donc, ce qui va être beaucoup plus facile pour Adama Barrow, c'est de tout faire pour garder silence sur le rapport et voir laisser la situation évoluer. Maintenant, pour conclure à ce niveau,
Vous savez, moi je ne suis pas contre la méthode brute, la méthode brutale, c'est-à-dire les chefs d'État, il faut les juger, tout ça. Moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais, même après avoir commis des crimes. Même après avoir commis des crimes. Vous savez, quand vous allez devant les tribunaux, il y a aussi cette expression. Et on parle de circonstances atténuantes. On parle aussi de l'indulgence du juge, l'indulgence du magistrat. C'est-à-dire, après le procès, le juge vous demande qu'est-ce que, avec la plaidoirie qui s'est passée, maintenant, quel est votre dernier mot? C'est là où vous suppliez le juge, vous lui dites peut-être, vous reconnaissez les faits ou vous ne reconnaissez pas les faits. C'est-à-dire, en tout, aucun procès n'est jamais gagné d'avance. Mais en même temps, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Oui, ils sont imprescriptibles, bien sûr. Mais quand vous allez devant les tribunaux, on vous donne des avocats, mais il faut qu'on prouve à suffisance que vous êtes coupable. Donc, ce que je voudrais essayer de démontrer, c'est quoi? C'est-à-dire, si Adama Barrow sort ce rapport et fait traîner le président Jammeh devant les tribunaux, ça va rendre encore plus compliqué les mécanismes d'alternance. Les chefs d'État qui sont là ne vont plus jamais vouloir partir. Ils sont là, ils se disent, si comme Adama Jammeh est parti, vous voyez ce qui est en train de lui arriver. Par exemple, Kabila est parti, vous voyez ce qui est en train de lui arriver. Le président Eduardo Santos est parti. Donc quand vous venez, il faut faire ce qui est bien. Donc c'est pour cela. Donc pour le moment, ce que nous avons, c'est ça. Pour le moment, ne rendons pas compliqué le système d'alternance. Bien sûr, on dira au chef d'État. Faire du bien, c'est compliquer le système d'alternance. Non, je ne parle pas de ça. Moi, lui, il parle de l'éventuel procès. De l'éventuel procès. Il ne faut pas chercher à juger les chefs d'État. Parce que quand vous jugez les chefs d'État, ceux qui sont là ou qui arrivent ou qui arriveront ne vont plus vouloir partir. Bien sûr, on leur demande d'assainir leur politique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, moi, je leur demande d'assainir leur politique. Je leur demande d'assainir leur politique. Mais il ne faut pas chercher à les juger. Mais il faut d'abord, la politique est tellement compliquée que nous sommes en train de construire notre politique. Mais que les choses se passent beaucoup plus paisiblement. Alors, Corneille, on parle de vérité, réconciliation et réparation. Je vous repose la même question. Est-ce qu'au nom de la vie ou bien des élections à venir, de l'aspect politique, on va laisser la vérité, on va laisser la réconciliation, on va laisser la réparation, parce que tout ceci est très attendu par les Gambiens? Mais je crois bien que les gens vont pas... Les Gambiens ne vont pas juger Yaya Jammeh. Parce que le président Barrow sait que le président Yaya Jammeh est beaucoup implanté dans son pays. Même s'il est parti sous la pression des forces de la CEDEAO. C'est là que mon co-débatteur disait tout à l'heure, il est avec le président Obiang, qui est quelqu'un de outillé dans la politique africaine. C'est quelqu'un qui est beaucoup écouté par les Occidentaux. Si on fait sortir ce rapport, c'est pour mettre la pression sur le président Jammeh, afin qu'il puisse appeler ses partisans à voter pour Barrow. Mais après le vote. Mais après le vote, c'est un deal. C'est pourquoi quand nous parlons de l'Afrique, on doit pousser la réflexion très loin. C'est ça. Je suis d'accord. On doit pousser la réflexion très loin. Il y a des choses qu'on voit comme ça, mais c'est profond. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Selon vous, ce rapport n'ira pas loin. Le rapport n'ira pas loin. Il n'y a eu aucun rapport en Afrique qui est parti au-delà de nos ententes. Il n'y a pas. Voilà. Pourquoi c'est à la veille des élections qu'on fait sortir le rapport? Il est là, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Il sait comment il est venu au pouvoir, M. Barrow. Il sait que son prédécesseur ne voulait pas partir. Ça veut dire qu'ils étaient déjà en maille. Mais pourquoi quand tu viens, tu ne parles pas de ce rapport? Parce que tu penses qu'il a tué des gens, il a fait ceci, il a fait ceci. Le rapport a pris du temps. C'est du même temps que je vous ai parlé pour le Mali. Le rapport a pris du temps. Mais pourquoi quand il y a les élections, le rapport sort? C'est pour mettre la pression. Mais je te dis que cette méthode de faire en Afrique ne peut pas prospérer. On ne peut pas. Si on pense que le monsieur, il a fait X choses, on le juge par rapport à ça. Même le juger, il y a un problème. Parce que l'appareil judiciaire en Afrique dépend de l'exécutif. Pour que le juge soit à un certain niveau, c'est l'exécutif qui propose. Vous voyez que le mécanisme n'est pas huilé. Il y a du sable dans le mécanisme. Donc il faut faire très attention. Le rapport n'ira pas plus loin.
que le bout de notre nez. Ça va rester là. Ils vont finir les élections. Ils ne vont plus parler de ça. Il y a eu beaucoup de choses dans notre pays. Au temps de Fouet-Boigny, là où les militaires sont partis brutaliser les étudiants, le rapport n'est jamais sorti. Le président Gueye est décédé, le rapport n'est jamais sorti. Il y a l'ancien Premier ministre Bani qui a fourni un rapport tout récemment. Oui, mais il a fourni le rapport. Le rapport, est-ce qu'on l'a publié officiellement? Pourquoi lui-même il est parti? La CDV est restée comme ça. Donc, il est décédé de Covid. Il est décédé de Covid, donc ça veut dire que son rapport aussi est décédé. Donc, mes points, c'est fini. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas que on pense que ceux qui sont en face de nous là, c'est des saints, c'est des gens qui font des choses qui sont correctes. Ils ne font pas des choses qui sont correctes. C'est pour leurs propres intérêts. Mais on ne va pas rester comme ça, vivre pour nos propres intérêts. Et le peuple gagne quoi? Parce que c'est le peuple qui vous a mis là. Et ce rapport n'ira pas loin. Ils vont finir les élections, ils vont fourrer les rapports dans les tiroirs, et ils vont continuer à autre chose encore. Ça n'a déjà... Oui, Firmin, oui. Non, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, quand on parle de la justice traditionnelle, je pense qu'il y a 4 mécanismes. Il y a le droit à la vérité, le droit à la justice, les garanties de non-répétition et le droit à la réparation. Vous avez, mais regardez, quand vous vous inspirez un peu de ce qui s'est passé en Afrique du Sud au lendemain de la libération de Mandela, je pense que la commission qu'ils ont eu à créer était la commission Vérité et Réconciliation. Donc, ils ont enlevé la justice. Vous imaginez, au Togo, on a la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mais au niveau de la justice, on n'en parle pas. Vous imaginez, même au niveau du droit à la vérité, ce n'est pas toute la vérité qu'on dit. Donc ce que je voudrais dire, par exemple en Gambie, il y a une commission qui a été mise en place pour faire la lumière sur... Là on parle de vérité, réconciliation, réparation. Voilà, vérité, réconciliation, réparation. Il faut d'abord la vérité. Il faut ensuite la réconciliation et la réparation. Donc vous imaginez, il n'y a pas la justice dedans. Donc il n'y a pas la justice dedans. Je pense qu'ils ont été malins en créant cette commission, c'est-à-dire on soustrait la justice. Donc même si on va faire ressortir le rapport après, donc on va avoir, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir toute la vérité, c'est d'avoir à réconcilier, c'est d'avoir à réparer les torts qui ont été causés par le régime Barrow. Et non à envoyer les gens devant les tribunaux. Je pense que c'est beaucoup plus sage. Parce que quand on parle de la justice, la situation devient beaucoup plus compliquée parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller en prison. Vous avez là, je suis une minute. Oui, vous venez de parler de vérité. Vérité, réconciliation et réparation. Oui, la vérité a pris 4 ans. La réconciliation va prendre 4 ans. Et la réparation prendra 4 ans. Donc, si vous savez, si vous êtes un bon arithméticien, bien même mathématicien, vous verrez que c'est dans une douzaine d'années qu'on sera au bout. De notre peine. De cette peine de voir Yaya Jammeh répondre de ses actes. Mais sur ce plateau, des gens ont dit qu'il faut laisser le temps civil, il faut laisser au temps militaire. Laissons le temps à ce rapport de produire les effets qu'on espère. Nous allons laisser également le temps à notre confrère pour le journal. On marque la pause donc. On revient ensuite pour la suite.